Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier qui est filmé, que vous retrouverez sur YouTube. Et j'ai le grand plaisir de rencontrer et d'avoir en face de moi Julie Pernet, qui est la fondatrice de Make My Mask. Make My Mask, pardon, c'est quoi? C'est un laboratoire dermopilaire pour régler des problèmes capillaires naturellement. Dermopilaire. Oui. C'est le tissu, c'est le... C'est un nom inventé, c'est pour un diminutif de derme, Ouais. la peau, et de pilaire, le système pileux, les cheveux. Vous avez inventé le mot. Exactement, on l'a déposé. Ok, excellent. On a beaucoup de choses à voir dans cet épisode. Vous allez découvrir ce que c'est qu'une tricologue, puisque Julie est tricologue. Mais surtout, c'est une histoire de résilience. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on l'aborde souvent dans le panier. Mais parfois, on passe un peu vite sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est dur, ça prend du temps. Que l'overnight success, parfois, il met des années à venir. Et que les réussites incroyables qu'on voit sont parfois le fruit d'années de travail, de labeur, d'erreurs. Et je trouve intéressant de mettre un peu le focus sur ce genre d'histoire qui est la tienne. Heureusement, tu viens aujourd'hui avec... Attends, tu sais quoi? J'enregistrais hier ou avant-hier. Mercherie. Tu vois, mercherie.co qui fait du merch. Et on parlait justement de ça. On parlait de cette galère de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que souvent... Alors, le facteur chance, déjà, est sous-évalué, sous-estimé. Mais surtout, la galère que ça peut être. Et je dînais hier avec des copains entrepreneurs dans l'e-commerce aussi qui me disaient pareil. Début 2023, début 2024, c'était un enfer, c'est compliqué. Et on le dit pas assez. Donc, on va le dire. Heureusement, tu viens avec le sourire parce qu'aujourd'hui, Make My Mask, après 3-4 années... de test and learn et d'erreurs, en tout cas de choix sur lesquels on va revenir, ça décolle et ça décolle bien. Tu as fait 1 million d'euros en 2023, tu tapes sur 3,5 en 2024. Tout à fait. Donc tu as potentiellement craqué le truc, mais ça t'en a coûté. Sans être militant, on va aussi parler du fait qu'on peut entreprendre avec des enfants, t'en as, qu'il faut pas se dire qu'une fois qu'on a des enfants c'est fini et qu'on peut pas prendre de risques. C'est possible de le faire, c'est bien d'avoir des appuis, mais tu m'en parleras. On parlera d'associations, tu as eu 2 associés, ton associé actuel avec qui ça se passe très bien, un associé passé avec qui ça s'est peut-être un peu moins, il n'y avait pas le fit. On parlera d'une campagne Ulule qui a pas super bien marché, tu nous expliqueras pourquoi. On parlera de financement. T'as galéré à lever de la dette, t'as fait du BSAR qui est dilutif mais qui t'a pas apporté grand chose, t'as finalement réussi à lever 500 000 euros l'année dernière. Bref, pas mal de choses. Et puis on terminera par des sujets un peu plus habituels, on va dire, mais comment tu gères tes ops, ton marketing, comment tu incarnes ta marque, ta distribution. Ça nous fait un beau programme. Je dois libérer la salle dans un peu plus d'1 heure parce qu'on enregistre un podcast pour Tagoyer, qui est l'un de nos clients. Ah, j'adore. Donc, on n'a pas préparé autant qu'on le fait d'habitude. Veuillez nous en excuser. Je suis certain que vous allez adorer cet épisode. Salut Julie. Salut Ça Laurent. va? Oui. J'ai parlé combien de temps? J'ai parlé 3 minutes, c'est long comme intro. Je me dis Non, ça c'était toujours, vraiment super et je suis vraiment ravie d'être là parce que c'est un podcast que j'écoute énormément. Tu m'apprends au quotidien beaucoup de choses. Alors pas moi, mes invités. Tes questions. Aussi sont pertinentes et c'est pas toujours le cas et donc moi j'aime beaucoup, je me nourris beaucoup de podcasts en général et voilà, je suis ravie aussi de pouvoir peut-être aider d'autres personnes aujourd'hui. Et je suis certain que ce sera le cas. Tu es tricologue. Oui, c'est alors quoi, de base tricologue? je suis docteur en pharmacie, Ok. donc je suis pharmacienne, on a un doctorat à la fin des 6 ans d'études et je me suis spécialisée, j'ai fait une certification en tricologie qui est la science des cheveux et du cuir chevelu et je trouvais que c'était indispensable par rapport à la start-up que j'ai créée autour des cheveux et du cuir chevelu parce que moi, ma start-up, elle n'est pas destinée d'avoir des beaux cheveux, elle est faite pour avoir une santé capillaire. Et donc, tout est tourné autour de la santé des cheveux et du cuir chevelu et non autour de la beauté. La santé capillaire. On peut être en bonne santé, capillairement parlant? Oui, exactement. Les cheveux, c'est le reflet de la santé. Les cheveux, c'est le reflet de la santé, ok. Quand on perd ses cheveux, quand on a des dermatites, tout vient d'un problème de stress, d'un problème d'hormones, d'un déséquilibre aussi qui peut être intérieur. Ça peut revenir, les cheveux? Alors, ça dépend quelle maladie on a. Asking for a friend. Ça dépend quel type de pathologie on souffre, parce que les chutes de cheveux, c'est très large. Il y a beaucoup de types de chutes de cheveux différentes. Ok, c'est un truc qui est quand même assez répandu aujourd'hui. J'ai l'impression de voir autour de moi beaucoup de mecs qui ont complètement accepté le fait de se raser la tête parce qu'ils commençaient à perdre du caillou. C'est
plus dur pour les femmes, peut-être. Tu disais Alors, que c'est aussi les dur femmes, pour certains hommes. c'est très dur pour certains hommes, ça dépend vraiment. Il y a vraiment un vrai besoin. Quand les personnes, quand c'est des hommes qui viennent me poser des questions, tu sens que c'est vraiment au plus profond d'eux que c'est difficile, alors que les femmes, c'est plus lent et c'est plus. En fait, c'est pas ils vont pas avoir une calvitie. Il y en a certaines femmes, mais c'est plus lent et c'est plus clairsemé. Donc ça se voit moins, on va dire, d'un coup. Alors que les hommes, ça peut arriver très tôt parce que c'est dû à la testostérone. Hein. C'est surtout des alopécies androgéniques dues aux hormones. Mais c'est pas dû au fait qu'on ait trop de testostérone. Hein. C'est un mythe. C'est dû au fait qu'on a un récepteur dans notre corps qui transforme la testostérone dans une autre hormone. Ouais. Et c'est ce récepteur qui est plus à même à accepter, à prendre toute la testostérone et à la transformer dans une autre molécule qui, là, joue sur la chute de cheveux. Ça accélère le cycle capillaire. Ok. Et ça, on n'a pas encore de traitement. Hein. On a y a la Turquie. Voilà, exactement. Pardon, je dis ça avec le sourire, mais... Non, mais on a des produits qui vont sortir justement post-greffe parce que c'est un vrai besoin. La Turquie est connue, si vous ne le savez pas, pour ses cliniques capillaires. Bon, ça pullule aussi à Paris. Il y en a énormément qui... Écoute, moi j'ai des amis qui l'ont fait et qui me disent il y a vraiment un avant et un après. Je me suis retrouvé. Bien sûr. Moi je sais pas, j'ai la chance d'avoir encore quelques cheveux sur le caillou, mais on s'en fout. T'as eu une carrière dans des grands groupes et un jour t'as décidé de te lancer. Alors, j'ai tout fait, grand groupe, petit groupe. Je pense que mes dernières années, j'étais dans un plus petit laboratoire. Moi, donc je suis pharmacienne, j'ai fait 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et je suis arrivée à Genève et j'ai travaillé dans un plus petit groupe qui était un peu plus en fait en mode start-up. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à comprendre déjà ce qu'est un COGS, la structure d'un produit, la structure de prix qu'on n'a pas du tout dans des gros groupes. Et, COGS, c'est le Cost of Goods Sales. Oui. Sold, pardon, Sales. Sales. Non, cost of goods, je sais pas. Sold, non mais c'est le coût de vente en fait, le frais de vente, combien ça coûte de vendre un produit. Combien ça coûte de le créer, ouais. Et après, du coup, en fonction de ça, on a nos marges avec notre prix de vente. Mais c'est quelque chose qui est très abstrait, qu'on ne sait pas du tout dans l'industrie pharmaceutique, c'est secret. Et je trouvais que c'était intéressant quand je suis rentrée dans cette entreprise parce que j'ai tout vu, j'ai vu la logistique, j'ai vu de A à Z, vu que c'était plus petit, on avait un laboratoire aussi de fabrication, donc j'étais responsable marketing, mais en fait presque le bras droit du DG. Donc j'ai pu vraiment voir tout le cycle. Et c'est ça aussi qui m'a permis, je pense, d'apprendre un peu. Ça, c'est la Batec ? Tout à fait. Ça m'a appris et j'étais proche et c'était très transparent. On savait tout ce qui se passait, ce qui est assez intéressant par rapport à d'autres entreprises. Et donc en 2019-2020, tu dis qu'il serait bien de se lancer ? 21, c'est-à-dire que non, l'idée, c'est vrai, elle a émergé en 2019. L'entreprise, elle est enregistrée en 2019, donc j'ai travaillé encore presque pendant 2 ans et demi derrière. Mais c'est suite à ma première grossesse. Alors ça, c'est assez bateau, mais c'est vrai que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Aujourd'hui, on nous propose des compléments alimentaires. C'est la première chose qui se passe quand on perd ses cheveux après un accouchement. C'est une femme sur 2, presque. Et en fait, on ne travaillait pas du tout sur le cuir chevelu, sauf qu'en fait, c'est la base, c'est qu'il faut stimuler la microcirculation au niveau du cuir chevelu et pas juste prendre un complément alimentaire. C'est comme un tuyau d'arrosage. T'as l'eau qui arrive, mais si tu appuies sur le tuyau d'arrosage, il n'y a plus rien qui arrive. Donc tu peux avoir de l'eau, mais si ça ne va pas jusqu'au bout, il n'y a rien qui va être livré. J'adore l'image. C'est un peu la même chose avec le cheveu. Tu peux prendre des compléments alimentaires, mais si ça n'arrive pas jusqu'au bulbe capillaire, il ne va rien se passer. Et donc souvent, c'est tout le travail que j'essaie de faire, d'éduquer sur le fait qu'il faut faire des masques du cuir chevelu et pas que prendre des compléments alimentaires ou d'autres choses. Ok, comment est-ce qu'on se... Donc c'est un masque, Make My Mask. Vas-y, raconte-moi. Ça a commencé comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle Make My Mask, c'était faire son masque qui est personnalisé, qui est adapté à sa problématique. Donc c'est suite à un diagnostic capillaire qu'on peut faire en ligne, on propose un protocole. Ok. Donc l'idée naît dans ces années-là, tu crées la société en 2019. C'est ça, j'y réfléchis. Au début, c'est juste, je teste le marché, j'essaye d'avoir un MPV, un minimum, un produit... MVP, minimum viable voilà, product. Viable product. Value proposition aussi d'ailleurs. Oui, qui essaye
En fait, tu sais, faut se dire que pendant 4 ans, j'ai changé de produit. Enfin, j'ai fait évoluer mon produit. Donc ça, c'est quelque chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je pense que c'est ça qui m'a fait aussi grandir. Il y a certaines personnes qui vont se dire, mais quelle perte de temps. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fait découvrir mon marché, ma cible, et où j'allais avoir plus d'impact. Et peut-être qu'il faut pas attendre 4 ans avant de se lancer, qu'il faut commencer à avoir un produit qui est pas forcément le meilleur au départ, et puis le faire évoluer pour avoir le meilleur à la fin. Si tu es satisfait de ton produit au lancement, c'est que tu l'as lancé trop tard. Exact. Disait Reid Hoffman, le patron de LinkedIn. Mais moi, j'ai tout fait au départ dans ma cuisine, quoi. J'ai essayé, en tout cas, j'ai formulé de mon côté, et puis j'ai vu si ça démarrait. J'ai pas investi, en tout cas, tout au départ. J'ai investi de mon temps, mais pas d'argent. Jusqu'à une campagne Ulule. Oui, pendant le confinement. En fait, j'avais un peu plus de temps, comme tout le monde, enfin, même si je travaillais à la maison beaucoup. En fait, j'ai fait une formation Gold Up, qui a été une affiliation un peu de The Family. Ouais, c'était monté par Alice, pour les femmes. Et en fait, ça m'a donné un petit coup en me disant, on va tester, on va regarder comment ça fonctionne. Sauf qu'en fait, moi, j'ai lancé Ulule en 1 semaine. Donc, j'avais pas compris, en fait, qu'il fallait travailler sa campagne Ulule comme on travaille un lancement de produit. De plus en plus, effectivement, et on l'aborde, super épisode avec le patron de, pas d'Ulule, mais d'Ulule, pardon, que je vous recommande d'écouter on décompose vraiment le lancement d'une campagne Ulule. Effectivement, ça se travaille comme un lancement produit. Exactement. Et toi, tu la lances en 1 semaine. Voilà. Je me dis, non, mais moi, l'objectif, je voulais avoir 15 000 € ou 20 000 € pour faire mes études cliniques. Je me suis dit, mais de toute façon, c'est ça le concept d'Ulule. Pour moi, le concept, c'était de se dire, n'importe qui peut lancer une campagne de crowdfunding et on n'a pas besoin d'avoir des équipes derrière de design, de marketing pour être performant. Finalement, en fait, quand on commence à lancer, ils m'ont dit « Ah, ce serait bien que ce soit plus joli ». Et là, j'ai fait « Mais moi, j'ai personne en interne pour faire plus joli. » Et c'est vrai que... Et pareil, après, pour avoir la deuxième... ce qu'on appelle les clients, on a la première couronne, la deuxième, la troisième, etc. Là, ça a été plus compliqué. J'avais pas préparé, j'avais pas de base de données, pas de base d'email. Donc, c'est ton premier cercle principalement. Exactement. Parce qu'on la retrouve encore, la campagne. Tu as fait quelques centaines de ventes. J'ai fait, oui, je crois... 474. Voilà. Contribution, me dit Ulule. Ce qui est petit. Bon, après, franchement, je voulais avoir les 15 000 €. Ça m'a permis de démarrer. Et tu les as eus? Pas dire oui. Ok. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que quand on voit les campagnes, je pense que maintenant, c'est un vrai levier pour des startups et que je pense qu'il faut vraiment faire une super campagne et que ça peut vraiment faire décoller l'entreprise très rapidement. C'était Arnaud Burgot et c'était l'épisode 225, chères auditrices, chers auditeurs. J'avais dit que j'arrêtais de dire ça. Chers auditeurisses, c'est le terme. C'est l'épisode 225 si vous voulez creuser. 6 conseils pour tout péter en crowdfunding. On l'a fait il y a exactement 1 an. Est-ce qu'il disait ça alors? Évidemment, comme un autre épisode que j'ai fait avec Benjamin Bier de Inga. Je l'ai écouté. Et même Émeric d'ailleurs de 900 Care, on aborde le sujet. Oui, ça se prépare. Tu construis ta base, tu construis ta strat, tu mets Exactement. de l'acquise, tu fais de l'achat média pour en baser, tu pré-lances auprès d'un cercle proche, tu lances plus rapidement ensuite, et puis il y a aussi une histoire de phase. Tu vas faire, je sais plus, 20-35% Exactement. au début, puis le premier jour, 2 premiers jours, et après le reste. Ensuite, traverser le désert, puis tu réaccélères à la fin. Tout à fait. Et aussi, pareil, j'avais pas d'Instagram, j'avais pas... Enfin, voilà, c'était vraiment... Pour moi, c'était justement... je pensais qu'ils allaient nous pousser et que ça allait être eux qui allaient un peu faire le travail, en fait. Mais je connaissais pas, en fait. Mais comme tout, c'est-à-dire que j'ai commencé Make My Match, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, à ce monde de start-up. J'avais eu un ami qui avait fait The Family et qui m'avait quand même conseillé tous les podcasts à l'époque de Coup d'État, que j'avais... tout écouté en, je pense, 2 jours. Et ça m'avait quand même aidé. Mais c'est vrai que c'est quand même le début difficile de s'y retrouver, de savoir où partir, comment... Mais tu arrives quand même à réussir 15 000 €, c'est ça? Est-ce que tu as fait une deuxième campagne depuis? Non. Je sais pas. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait des startups qui le faisaient, qui lançaient... Pourquoi pas? Un nouveau lancement produit, tu vois. Merci, je vais y penser. C'est vrai j'avais pas ça en ligne de mire pour nos prochains produits. Après, on se spécialise quand même beaucoup en santé. À voir si c'est encore si c'est peut-être pas trop santé les prochains produits qu'on va lancer. Tu me raconteras. On va voir. T'as commencé de suite et surtout toute seule. Alors qu'on dit souvent que l'association c'est pas mal. Alors c'est dur, mais c'est pas mal.
Alors, mais c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai cherché longtemps à avoir un... En fait, j'ai cherché, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée, j'ai toujours eu plein d'idées dans ma vie en même temps. Je pense que si demain c'est pas mes premières, ce sera quelque chose d'autre. J'ai déjà 4 idées dans mes notes, idées de nouvelles boîtes pour plus tard. Mais donc j'ai commencé toute seule et en fait je m'en suis rendu compte qu'au bout d'un moment il fallait lever de l'argent. Et en fait je me suis pas dit qu'à la base je voulais avoir un associé. Je pense que j'ai les épaules pour mener une entreprise seule. Le souci c'est que pour lever de l'argent, eh ben, personne aime avoir un monofondateur. Ils adorent avoir des cofondateurs. Et là, je me suis rendu compte que y avait peut-être besoin d'avoir un accompagnement. Et après, j'ai aussi quelqu'un qui m'a mis en relation avec un mentor, quelqu'un qui était un peu... C'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat où j'ai discuté avec des personnes qui avaient des bons conseils et qui m'ont dit, en effet, ça ne va pas t'apporter que ça. Ça va t'apporter aussi autre chose que tu n'as pas forcément. Et moi, en analysant ton entreprise, tu es super forte en marketing, en com, en développement de produits, mais tu as besoin de quelqu'un qui structure parce qu'une start-up, pour qu'elle tienne, il faut que ce soit stable derrière niveau financier. J'ai fait, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Et elle m'a dit, écoute, faut juste que tu aies quelqu'un qui soit complémentaire à toi, cherche quelqu'un, un directeur financier, qui va te structurer tout ça, et toi, tu pourras t'éclaider dans ce que tu aimes, et puis ça te dégagera du temps. Voilà. Tu avais aussi un sujet du coup financement, puisque tu dis que tu essayes de lever des fonds. Ah mais financement, je trouve que en fait il y a certaines entreprises qui ne nécessitent pas de financement. Le service, non mais je veux dire le service, on peut faire petit à petit, et c'est pas mal. Le produit, dès qu'on a un produit quand même, globalement c'est très compliqué de pas lever des fonds si on veut accélérer. Et là aujourd'hui c'était tout le temps une décision, un choix entre pousser le marketing, pousser le développement produit. Et donc aujourd'hui, j'avais besoin de lever des fonds pour pouvoir développer plus et en même temps produire plus et en même temps vendre plus. Parce qu'on n'est pas dans un cercle vertueux si on ne lève pas d'argent. Et du coup, tu as émis des BSAR. Oui. Tu peux m'expliquer ce que c'est ? Alors ça, c'est hyper intéressant de base, sauf que... non, ça a été super, c'est qu'ils m'ont beaucoup accompagnée, c'était avec l'entreprise Seed Legals, qui sont vraiment top. Et quand tu en as besoin, que tu n'as pas de valorisation de ton entreprise, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, tu donnes des actions que tu auras plus tard. Donc, ils te donnent de l'argent. Moi, je crois que j'ai levé avec 60 000, 70 000 euros, je crois, à l'époque. Seed, S-E-E-D, Legals, L-E-G-A-L-S.com. C'est ça. Ok. Ils font toujours ça ? J'ai l'impression que ce sont peut-être ils accompagnent dans les levées de fonds. Peut-être qu'ils... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était j'ai l'impression qu'il y a la structuration du pacte du légal, quoi, tu vois. À l'époque, ils étaient vraiment spécialisés, levée de fonds de start-up, même à des hauts niveaux. Mais peut-être que, tu sais, les entreprises évoluent. Ils l'ont tout à fait. Levé en BSAR, levé en equity. Voilà. Okay. Et c'est d'ailleurs, c'est GoldUp qui m'a parlé de ça, qui m'a parlé des BSAR tout au départ, en me disant, écoute, c'est une bonne solution de financement si tu ne connais pas ta valo, que tu as besoin de financement sans faire de prêt, parce que moi, personne n'allait me prêter de l'argent. On a essayé, mais c'est impossible d'avoir de l'argent. J'avais quand même eu la bourse French Tech. Non, tu peux avoir des bourses, tu peux avoir des prêts d'honneur peut-être. Des prêts d'honneur, mais on va voir la Crédit Agricole ou la BNP pour avoir quand t'as rien fait. Et du coup, c'était quand même, je trouve, intéressant. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à ma levée, on avait quand même une forte valorisation quand on a commencé à lever. Quelle levée ? La levée avec les investisseurs en début 2023. Tu as levé 500 000 début 2023. 1 million avec le non dilutif, ouais. Okay. C'était 600 000 en dilutif et en fait les 600 000 c'est parce que justement il y a les BSAR qui sont dedans, qui ont converti à cette levée-là. Okay, et en fait le BSAR, les conditions c'est qu'on doit lever dans les 24 à 48 mois et ils vont convertir à ce moment-là. Le souci c'est qu'ils convertissent en fait à la levée à une fausse valorisation que tu as mis avant. En gros, tu fais une valo, on va dire l'année 1, admettons que tu valorises 1 million et que tu lèves 500 000, tu donnerais potentiellement 50%. Exactement, bon chiffre, oui. Et 2 ans plus tard, tu vas lever sur une valeur à 3 millions parce que ta boîte s'est développée, mais tu as les 50%, leurs 500 000 qui valent les 50% valent maintenant 1,5 million. C'est ça. Mais sauf que tu n'as que 500 000 en trésor. C'est ça. Et en fait, je regarde la table de capitalisation et je fais, mais je comprends pas pourquoi cette personne-là, elle est en premier sur la table. Ils font, oui, c'est les BSAR. Je fais, non, mais ils convertissent à la valo actuelle, pas à la valo d'avant.
Parce que je me souviens avoir eu cette discussion, ils m'ont dit non mais la valo, peu importe, mets un peu ce que tu veux, tu mets un cap, un top, on verra. Et j'avais pas creusé ce point, mais c'est vrai que je savais que ma boîte allait valoir plus. Mais bon, après, ça m'a vraiment aidé au départ. Ensuite, juste pour comprendre, bien comprendre le concept, pour l'investisseur qui investit en BSAR, lui, c'est la carotte. Non, mais c'est génial. Se dit, je mets 50 sur 100 000, j'ai 50%. Admettons, je sais pas, mais là, 50 sur 500 000, ceux qui ont investi pendant ouais. les BSAR, bon, c'est du Friends and Family, hein, c'est des gens autour de moi qui ont cru en moi. Il y a pas mal de familles, mais il y a quand même une personne qui m'avait vu pitcher quelque part à une ancienne connaissance de travail. Qui objectivement a eu raison. Bah, tu vois. Et c'est vrai qu'au départ, ils disaient tous oui, bon, je fais ça pour elle. Sauf une ou deux personnes qui avaient vraiment cru dans l'histoire, et parce qu'ils me connaissaient aussi un peu. Ils savaient que j'étais un peu une folle du travail. Donc, au bout d'un moment, ça marche. Mais donc, ton conseil sur cette première levée, ce premier financement ? Je trouve que c'est génial, mais il faut faire attention à la valorisation qu'on met. Mais en effet, c'est un levier qui est top au départ, parce qu'on va pas... En fait, on va avoir dans tous les cas une mauvaise valorisation. Il ne faut pas trop lever, il ne faut pas trop donner de parts et avoir une valorisation qui n'est pas trop basse. Parce que souvent, on le fait quand on n'a pas encore de chiffre d'affaires. Mais ça aide. Moi, sans ça, j'aurais quand même pas pu continuer. Donc, je vais pas cracher dans la soupe, tu vois, sur des choses qui m'ont aidé, comme tout. C'est mieux si on peut faire un prêt, c'est peut-être mieux de faire un prêt. Tu dis que tu t'es fait accompagner par une société. Dans l'absolu, l'erreur, disons, peut-être que là, un peu plus de vigilance aurait été de mise, si je peux me permettre. Peut-être, mais en même temps, je pense qu'ils ne s'attendaient pas non plus à ce qu'on fasse autant de chiffre d'affaires après. Ok. Tu sais, c'est très difficile de voir. Je pense d'ailleurs, les business angels, ils ont envie de rentrer à ce moment-là dans les entreprises, avant qu'elles percent. Et après, une fois qu'on a réussi à faire 1 million, les gens, ils se disent, bon, il y a peut-être d'autres choses à creuser, quoi. Mais avant... Donc, BSAR en 2020 2021 2020, je dirais. Février 2021, tu me l'as mis dans février 2021, d'accord. Tu as émis des BSR pour financer la production, effectivement. Oui, parce qu'on a lancé, du coup, nos premiers produits sont sortis sur le marché en février 2021. Ok, rapproche-toi un tout petit peu du micro, s'il te plaît. Les premiers produits sont sortis en février 2021. Ils sont fabriqués où ? En France. Alors, au début, on a plusieurs usines. Au début, c'était mon beau-frère qui avait une usine de fabrication de produits plutôt hygiéniques et qui m'a produit mes premiers flacons de shampoing. Et maintenant, on a plusieurs usines. On a des petites usines qui arrivent à nous faire des productions tests, et après des grosses usines pour faire nos grosses productions, parce que maintenant, parfois, on a besoin de produire 10 000, 20 000 unités rapidement, quoi. Où ça ? On est en Bretagne, en Haute-Savoie, en Haute-Saône. Ok, super. Différents laboratoires. Donc, émission de BSAR en 2021. Pardon. Julie elle m'a rapporté un petit cadeau, c'est sympa. C'est un... Dermaroller. Dermaroller. Je vous le montre. Tiens, sur cette caméra, est-ce que ça passe ? Non, c'est celle-là. Tu connaissais pas ? Non, je suis pas sûr de connaître. Est-ce qu'il va faire la netteté ? C'est très tendance sur TikTok, c'est que tu ne regardes pas assez TikTok. Non, peut-être pas. Bon, bref, en gros, c'est une petite... comme un... Faut pas trop appuyer. Hein. Un petit roller. Attention. C'est très agréable. Oui. J'ai mon casque. Mais ça, faut le faire tous les 2-3 fois par semaine. En fait, c'est pour stimuler la pousse des cheveux. Ça stimule aussi la production de collagène. Donc, on le connaît aussi pour le visage, mais là, c'est un spécial pour le cuir chevelu. Ça pique, ouais, ça picote. Ça fait des micro-perforations au niveau du cuir chevelu. Micro-perforation non douloureuse, hein, mais ça picote et ça fait un afflux sanguin, un apport d'afflux sanguin. Donc ça stimule la microcirculation et donc la pousse des cheveux. C'est ce que je te disais au départ sur le cuir chevelu. C'est hyper agréable. Et ça déstresse également. Oh, putain, c'est génial. Ça pique un peu, ça ressemble à des petites aiguilles, quand même pas aussi fines que des aiguilles, mais ça fait un demi-millimètre, je dirais. C'est ça, exactement. Okay, et c'est issu de la mésothérapie et du PRP, des protocoles pour justement faire repousser les cheveux. Donc je fais ça combien de temps et quand À peu près 2-3 minutes, 3 fois par semaine. Okay. Et tu peux le faire avant de faire poser tes soins aussi du cuir chevelu. Ça permet d'augmenter en fait la pénétration des produits au niveau du cuir chevelu.
Génial. BSAR, campagne Ulule que tu aurais pu mieux faire en 2020. Et puis les ventes commencent à prendre quand même. 2021, tu fais non, pas grand-chose. 2000 euros par mois. Oui, je crois que je finis à 100 000 euros, quelque chose comme ça, c'est ça que je t'ai mis. Mais... Alors, ça prend. Oui, j'étais contente au départ, mais c'est pas ça qui allait me faire vivre non plus. C'est-à-dire que j'étais quand même obligée de travailler à côté. Là, j'étais encore en double travail. T'avais encore ton autre emploi. Okay. Tout à fait. Ce qui est... Et ma fille, et mes 2 filles, je crois. Et tes 2 filles en 2021, ok. Mais Tu commences à mettre de la pub aussi en 2021. En fait, c'est ça. Je commence à... En fait, ce qui se passe, c'est que je voulais stabiliser le business. C'est-à-dire que je voulais stabiliser la production. Je voulais que ça fonctionne avant de commencer à pousser la pub. Et au départ, je faisais une grosse partie encore chez moi, les impressions des colis, etc. Je faisais beaucoup de personnalisation, donc on avait des prescriptions au nom. Donc j'écrivais le nom de chaque personne qui commandait, etc. Donc il y avait encore beaucoup de choses manuelles. J'ai voulu stabiliser la chose, que ce soit tout automatique, pour pouvoir commencer à mettre de la pub, parce que sinon, si j'arrivais pas à vendre, à envoyer derrière, c'était compliqué. Et on avait plein de problèmes de logistique, ça s'envoyait pas, on trouvait pas les colis. C'est toujours un peu d'actualité quand même, la perte des colis, mais en tout cas, c'est plus nous qui nous en chargeons. Et du coup, j'ai stabilisé. J'ai commencé en juillet à faire un peu de pub. Et là, j'ai vu que ça prenait. Et en même temps, mon travail... en fait, d'un coup, ça a commencé à être trop tout. Et je faisais tout mal. Tes 2 filles, bas âge, Make My Mask, qui commencent à prendre. Qui commencent à prendre. Taf, j'étais... je rentrais chez moi, je m'occupais de mes enfants. Et après, je retravaillais jusqu'à minuit. C'était une période de ma vie qui était un peu chaude. Et là, on est quand même à fin 2021. On était en août 2021 quand j'ai quitté mon emploi. Ton job. Mais juste, donc, t'as commencé à y réfléchir en 2019, ça fait donc presque 2 ans et demi. T'as enchaîné déjà quelques galères. Il y a un moment où tu te dis pas c'est plus confortable de faire mon 9 to 5 Je pense que c'est toujours plus confortable d'être dans... Mais après, moi, j'ai jamais été comme ça. C'est-à-dire que moi, tout le monde m'a toujours dit dans mon travail, t'en fais trop. Parce que c'est mon caractère. J'en fais toujours trop. C'est-à-dire que je suis passionnée et j'adorais mon travail d'avant. J'ai quitté mon emploi parce que je voulais faire Make My Mask, mais j'adorais ce que je faisais et j'ai toujours été beaucoup plus impliquée que ce qu'il fallait dans une entreprise normale. Mais c'est mon caractère. Donc, autant que ce soit pour toi. Voilà. Autant que ce soit pour toi, j'entends. Ensuite, il y a aussi les considérations très opérationnelles, très pratico-pratiques d'un enfant, une famille. C'est ça. C'était une vraie discussion, parce Pardon, qu'avec... je réalise que je parle un peu comme un vieux con, mais non. Parce que l'enfant on l'a à 2. Enfin, tu vois. Non, mais bien sûr, mais c'est un vrai choix en fait quand même de couple. C'est-à-dire que ça déstabilise quand même le couple, le fait qu'on avait 2 salaires à ramener à la maison, il n'y en aura plus qu'un pendant un petit moment. On a 2 enfants, comment ça se passe alors que on a quand même besoin d'avoir une nounou, des personnes qui vont gérer parce que je vais travailler, c'était pas j'allais pas m'occuper de nos enfants. Donc c'était une discussion. Il faut aussi que ton mari croit en ton projet et croit en tes rêves et te suive. Alors qu'en effet, même mon père m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Mais t'es folle, tu es folle, ma fille !» Déjà, quand j'étais dans salarié, il m'a dit « Tu es folle !» Et après, il m'a dit « Tu es folle de monter ta start-up. » Pourquoi t'es folle d'être salarié ? Parce que je suis docteur en pharmacie. Il m'a dit « Mais pourquoi t'achètes pas ta pharmacie ?» Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin, tu vois, je pouvais faire plein d'autres choses. Ouais. En fait, quand on est pharmacien, on peut faire plein de choses dans la vie. Tu vois, on peut aussi monter son entreprise de cosmétiques. Donc, la campagne Ulule, le financement compliqué, les BSAR et une 3e galère. Donc, tu démissionnes parce que ça commence. Tu sens que ça frétille. Tu te fais accompagner jusqu'ici ou pas ? Qu'est-ce que tu entends par accompagner ? T'as un mentor ? Pas trop. Un coach, donc c'est Gold Up et exactement, Coup d'État. Et, okay. Exactement. Et en revanche, tu as un mentor en 2022 qui te conseille de rencontrer. C'est ça, j'ai un copain de mon mari qui connaît quelqu'un dans le métier, pour te dire, qui me dit elle connaît bien les startups, ce monde-là, fais un call avec elle. Et je savais pas quoi lui dire à cette personne, tu vois. C'est la première fois que je parlais à quelqu'un, et puis je savais pas qui c'était, mais elle avait accompagné beaucoup de startups et connaissait très bien L'Oréal, etc. Elle était dans les boards de plein d'entreprises. Et je lui pitch un peu la boîte, on discute, et là, elle me dit, écoute, c'est top, oui, tu vas faire quelque chose vu ta motivation, mais
faut quand même que tu te structures. Il faut que tu saches exactement où tu veux aller. Donc, elle me donne 2-3 très bons conseils, dont un de m'associer. Et je lui disais, ben oui, je crois que j'en ai besoin pour lever de l'argent. Elle fait ça gratuitement ? Oui. Je pense que là, déjà, il y a un enseignement, c'est que parler, c'est important. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs que je vois qui, ne veulent pas parler de leur projet. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que il faut recueillir un maximum d'avis et que le secret, c'est dans l'exécution, c'est pas dans l'idée. Tout à fait. Les idées, on est 10 sur Terre à avoir la même au même moment, même quand elle est unique. Donc voilà, il faut parler et se faire accompagner, c'est bien. Et franchement, les entrepreneurs sont tous enclins à aider d'autres entrepreneurs, donc ne serait-ce que dans des milieux entrepreneuriaux, ça se dit ça, dans des cercles d'entrepreneurs, des associations, il faut en parler. En France, il y a le réseau Entreprendre, qui est un super réseau aussi. Il faut parler. Donc, on te conseille une mentor, une coach, tu lui parles, elle te donne plusieurs bons conseils, dont celui de t'associer. Exactement, avec une directrice financière. En fait, elle le voit. Moi, je m'étais jamais dit que j'allais m'associer avec une personne en particulier. C'est-à-dire que je cherchais pas forcément quelqu'un qui allait être complémentaire à moi. J'attendais un peu que ça me tombe dessus. Je savais pas vraiment où chercher. J'avais fait un genre de speed dating d'associés, mais ça n'avait pas du tout marché. Enfin voilà, j'étais un peu dans cette recherche, donc je pense direct quand elle me dit ça à mon ancien directeur financier de mon entreprise, de mon ancienne entreprise, mais on commence un peu à travailler ensemble. Et là, je sens qu'il est pas chaud pour s'investir comme moi je le suis, et il me suit même pas dans mes... C'est-à-dire qu'il m'aide, mais il m'aide. Je sens qu'il n'est pas genre comme c'était son entreprise. Et au bout d'un moment, il me dit, mais moi, je suis pas prêt à démissionner. Et donc là, je fais, oui, mais bon, au bout d'un moment, faut se jeter à l'eau. Et du coup, ça s'est arrêté. Et là, c'était un peu dur parce que je me disais, j'avais trouvé quelqu'un, on s'entendait très bien, mis à part ça. Et je savais plus trop où j'étais. Et c'est vrai que la vie, parfois, on a de la chance, le facteur chance, quoi. Le jour même, en fait, j'avais déjà discuté avec cette personne qui est mon associée actuellement dans une réunion de chantier. Je lui avais dit que j'étais en train de m'associer avec une directeur réunion de chantier, t'as pas 12 métiers, c'est une réunion de chantier perso, hein, pardon. Oui, voilà, je perso. précise, non, on construisait ensemble. Enfin, bref, on était quelque chose de perso et on discute. Et cette personne s'avère être directrice financière d'un grand groupe de cosmétiques à Genève. Là, je dis, ah oui, quand même. Et elle me dit, moi. Je fais, mais toi, mais tu ne veux pas, tu as 3 enfants et tu as un très bon salaire, pourquoi te lancer avec moi ? Et elle, voilà, elle avait fait justement ses 3 enfants et elle était là, ok, maintenant go, on va changer de vie et j'ai besoin de m'impliquer dans quelque chose d'autre. Et elle, quand elle pitch, quand elle raconte pourquoi elle s'est associée, parce que moi je me suis toujours demandé pourquoi elle s'était associée avec moi, et elle dit, tu m'as embarqué dans ton univers, de toute façon Julie, quand on l'écoute, c'est ce qu'elle dit, hein, on a envie de la suivre. Et je fais, ah bon, c'est gentil, et voilà, et en fait elle a cru en moi, en mon histoire, et c'est vrai que je suis hyper reconnaissante parce que maintenant elle m'apporte tellement que, sans elle j'ai l'impression d'être maintenant perdue. C'est beau. C'était en 2022, du coup, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, à peu près. 2022, c'est ça, janvier 2022. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure, quand on préparait l'entretien, parce qu'on l'a quand même préparé, mais ça a pris 5 minutes, tu m'as dit, dans la même journée, j'ai pleuré et j'ai rencontré mon associé actuel. C'est ça, exactement. C'était assez fou parce que, en fait, la première fois, elle me relance une fois en me disant, t'en es où avec ton associé ? Et je lui ai dit, ouais, on est en cours et tout. Et en fait, finalement, ça se fait pas. Et elle me renvoie un autre message et en me disant, parce que si jamais je suis là, je suis intéressée. Et là, j'ai fait, c'est dingue, le même jour où ça s'est arrêté, elle m'envoie le texto là. Et c'est ça que tu dis, le facteur chance ou le facteur de... Oui, c'est pas un signal faible, c'est un signal fort de... Voilà, incroyable. Ouais. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'on est hyper complémentaires. On a d'ailleurs beaucoup de choses en commun dans notre éducation. Enfin, nos papas faisaient le même métier. Enfin, ils sont orthodontistes. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. On a exactement le même âge. On est de 87 les deux. On se rend compte qu'on a fait les vacances au même endroit. Enfin, il y a plein de choses où on se dit, mais c'est très bizarre. Et en fait, on a commencé quand même à travailler pendant 3 mois ensemble sans s'associer. C'est-à-dire... Ça, c'était tes premiers apprentissages peut-être de ta... Exactement. Enfin, C'est ça, on apprend un peu, on se dit, on va peut-être travailler ensemble pour voir si ça fonctionne. Mais c'est une super chose. Tu sais que moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Cosa Vostra a été fondée par
Mathieu Stéphanie, son frère, un troisième qui s'appelle François Desfossés. On se connaissait et j'ai commencé à bosser en freelance avec eux tout au début. On était à 4 dans un tout petit bureau rue Godefroy-de-Moreau je sais pas, à côté de Madeleine. Mais on a bossé 3 mois ensemble avant de se dire bon ok, on s'associe, tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose. Non mais c'est clair. Ouais. Donc vous passez 3 mois à bosser ensemble. Et là, vous vous dites, ça marche, Go. c'est une évidence. Okay. Voilà. Je fais une parenthèse parce que c'est un épisode. Alors, je le recommande souvent, mais je recommande avec Benjamin, qui est le cofondateur de Unbottled, qui est une boîte incroyable. Eux se connaissaient, ont été recommandés l'un à l'autre par des amis communs parce qu'ils avaient envie d'entreprendre. Et ils ont fait un truc, c'est qu'ils se sont enfermés dans une pièce, avec une liste de 100 questions. Et ils ont passé une journée ou 2 journées, je sais plus, dans la pièce, à répondre à ces questions, chacun à tour de rôle, et à confronter leurs résultats et challenger leurs réponses pour voir s'ils étaient, tu vois, compatibles. Et je trouve que l'approche est géniale. Je le dis très souvent, je le répète, Balek, l'association, c'est compliqué, c'est l'une des premières raisons de mortalité des startups et des entreprises. On a des bons et des mauvais moments, mais en tout cas, c'est un grand 8 qui dure des années. Un roller coaster, un grand 8 en français, c'est ça, qui dure des années. L'association, c'est compliqué. Ouais, et en plus, franchement, on passe plus de temps avec son associé qu'avec son mari ou ses enfants. Et pour moi, on rigole beaucoup là-dessus. On dit qu'on est un petit couple, quoi. On fait tout ensemble, on discute de tout. En plus, on est voisines, quand même de palier maintenant, du coup. Mais c'est quand même hyper pratique. Mais c'est vrai que ça faisait aussi peur. C'est une des raisons pour lesquelles on ne se serait pas associés. Parce qu'on savait qu'on allait être voisines et que ça nous stressait d'être voisines et associées. Imagine les gens qui font du business en famille. Et j'en croise énormément sur le panier. Père-fils, enfin père-fille, mère-fille, j'en sais rien. Mère, frère, père, fille, sœur, ensemble. Putain, je me pose souvent la question. Et ils y arrivent et c'est très bien. Mais il faut avoir, je pense, une très très bonne... capacité à couper. À couper, ouais. Et à faire la part des choses. Donc, on est courant 2022, après plusieurs mois de tests, l'association est confirmée. Tu as toujours pas de trésor ? Non. Mais tu as des produits. Tu as commencé à faire de l'acquise et ça commence à vendre. Tu fais pas de marge encore ? Non, un peu. Enfin, en fait, justement, quand Camille elle est arrivée, c'était son travail. On va donner son nom d'ailleurs. Camille comment ? Camille Lacroix. OIX ? OIX, ouais, okay. Tout à fait. OIX. Et quand Camille est arrivée, c'était... Elle n'est pas seule sur Internet. Non, pareil. Et c'est Camille de Make My Mask sur LinkedIn. Ouais, Camille de Make My Mask. Et en fait, elle a commencé à faire ça. C'est-à-dire que moi, c'était ma principale problématique, c'est être rentable. Avoir des produits qu'on vend, parce qu'on savait vendre un peu. Pas ce qu'on vend actuellement, mais on savait vendre un peu, mais comment faire que ça fonctionne, parce que moi je me disais toujours, mais je comprends pas, je suis toujours à court de trésorerie. Pourtant j'avais l'impression d'avoir des bonnes marges, et en fait elle a vraiment deep dive dans des fichiers Excel qu'on connaît bien, très, très compliqués, et franchement elle a fait un gros travail, et on est en train de finaliser ce travail en ce moment. C'est-à-dire que les produits qui sortent actuellement, c'est des produits sur lesquels on a retravaillé depuis 1 an et demi. Donc mais c'est ça qui va faire que demain, enfin là on est en train d'être rentable. On est les premiers mois de 2024, enfin. Non mais c'est pas mal. Alors pardon, ça fait 4 ans, mais quand même, oui, mais ça fait 1 an que ça décolle, 1 an et demi que ça décolle. C'est ça, voilà. Dis-moi donc, vous courant 2022, tu la rencontres, vous testez, vous décidez de vous associer, il y a un sujet capital qui se pose. C'est nos parts, c'est ça ? Ouais. Oui. Alors, c'était très intéressant, c'est qu'à la base, je voulais donner 20%. Mais je vais être transparente dans tout ce que je dis, de toute façon. De toute façon, ça va être public, cet épisode. Mais en gros, c'était ce qui était négocié d'ailleurs avec mon autre associé de départ. On avait dit 20%. Pas encore. C'était pas non, on s'était dit ça. C'est-à-dire que c'était ce qui était sur le papier, enfin, qu'on n'avait pas signé. Et Camille revient vers moi un jour, elle me dit « Ah, j'ai besoin de te parler. » Je me dis « Bon, c'est bon, elle me lâche. En fait, elle veut pas continuer. » En fait, elle revient, elle me dit, écoute, je veux pas être à 20, je veux être à 40. Elle me dit, pourquoi ? Parce que moi, je vais tout lâcher. Et en fait, je veux pas me sentir, je vais donner autant que toi, et j'ai pas envie de me sentir moins impliquée que toi. Et en fait, moi, je l'ai plutôt pris comme un bon signe.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un sujet, et ça c'est parce qu'elle elle avait discuté avec un de ses copains qui lui avait dit attention, les boîtes où il n'y a pas, ou dans les fondateurs, il y a des grosses différences, ça crée des problèmes plus tard, dans les parts. Donc du coup, je vois Laurent qui se fait du Dharma Roller, tu es accro. C'est hyper confortable, c'est hyper agréable. Je suis assez d'accord. Tu vois. Je suis assez d'accord. On me posait la question là récemment sur justement l'association et le capital. Et évidemment, on n'apporte pas tous la même chose sur une... C'est génial, ça n'arrache pas les cheveux. Hein. Il faut évidemment calculer, enfin essayer de prévoir ce qu'on va chacun pouvoir apporter au business. Quelqu'un qui apporte 1 million et l'autre rien, évidemment, ça pèse, tu vois, ça a du poids. Alors, elle a apporté autant d'argent que moi. Elle a acheté son capital ou tu lui as donné ? On a fait à la valeur nominale, mais c'est-à-dire qu'elle a mis autant d'argent que moi au même pourcentage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, j'avais apporté je crois, 30 000 euros, et du coup, elle a apporté 20 000. Oui, d'accord. En compte courant, c'est-à-dire pas à la valo, mais je veux dire, elle a quand même mis de l'argent comme ça dans un compte courant qu'elle n'allait pas récupérer, qui est aussi preuve du fait que elle peut le perdre, cet argent, ou non, pas en compte courant, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qu'on ne peut pas récupérer, donc qui montre aussi que elle s'investit, et donc du coup c'était aussi ça, mais je sais plus avec qui j'en ai discuté, ils m'ont dit ah quand même, tu lâches beaucoup, et moi j'ai dit oui, mais sans elle la boîte ne sera pas et n'aurait jamais été ce qu'elle est actuellement. Et c'est pas... Enfin, franchement, jamais j'ai regretté ça. J'entends, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et qui vont se dire ils sont complètement débiles. Moi, j'aime bien... quand on est à la... J'aime bien cette idée. En tout cas, ce que te disait cette personne, c'est que, effectivement, déjà c'est une preuve qu'elle a envie de s'investir, qu'elle y gagnera à s'investir. Et voilà, mais c'est ce que je disais à mon pote. Je disais, si vous apportez la même chose, il n'y a pas de raison que parce que tu es arrivé 3 mois plus tôt, la boîte, elle va avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas l'idée, comme tu dis, qui est importante, c'est l'exécution. C'est l'exécution. Donc, et je pense que les 3 mois de diff ne justifient pas que tu aies 80 et lui 20, par exemple. Je dis, en revanche, ce qui est hyper important, et ça, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, et je le dis avec grand plaisir à ceux qui me posent la question quand j'en parle, je pense qu'il faut accepter de se remettre en question et de remettre en question cet équilibre tous les ans, tous les 2 ans, et que ça peut changer avec le temps. Alors ensuite, il y a différents mécanismes. Il y a des LBO, des MBO pour racheter tes parts, il y a plein de choses. Il y a de l'action gratuite, mais ce rééquilibrage permet, je pense, de lisser des frustrations qui peuvent arriver avec le temps et qui peuvent mettre une boîte au tapis. Ouais, bien sûr. Mésentente entre associés. Tout à fait. Et c'est une des principales causes, donc c'est important. Donc elle te dit, j'aimerais bien, écoute Julie, j'ai un truc à te dire, j'aimerais bien plus, j'aimerais 40. Voilà. Pourquoi elle t'a pas dit 49 ou 51 ? Elle me dit parce que, non, elle me dit, je pense que clairement tu dois être majoritaire, beaucoup plus que moi, parce que ça vient de toi et tout. Mais 2 ans que tu galères. Ouais, voilà. Mais moi j'ai besoin de... Je me dis, je vais pas tout quitter pour juste 20% et juste d'être, de t'accompagner. Je suis pas là pour t'accompagner, je suis là pour... être la cofondatrice. Voilà, être la cofondatrice, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'on se dit cofondatrice et on se dit pas forcément que associée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu différent. Et je t'ai d'ailleurs présenté tout à l'heure comme fondatrice. Oui, mais je viens de voir sur LinkedIn, vous êtes cofondatrice. Voilà, et, il faut rendre à César ce qui appartient à Camille Lacroix de Make My Mask sur LinkedIn, cofondatrice avec toi, et surtout qui a participé à cette accélération. Mais parce bien que là, sûr, je résume. Ulule, pas très bien marché, 1-2 ans de galère de trésor, une première association qui marche pas vraiment, une première accélération en 2021, mais tu fais quoi, 100 000 à la fin de l'année, tu réinvestis tout, donc pas de renta. Une deuxième association, on est mi-2022. Il y a beaucoup de choses. Mais, et là, on commence à un peu mieux vendre, quand même compliqué au niveau trésor. On se dit, ouais, va falloir, on a eu un prêt entre-temps d'un ami. Donc, truc qui ne se fait jamais, genre... une personne privée. Une personne privée. Truc improbable, mais vraiment qui nous a sauvé la vie à un moment où on était hyper short pour arriver jusqu'à la levée. Et c'est là où tu te dis, ouais, ça tient à rien, parfois, une start-up, il faut tenir, il faut surmonter des moments où on se dit, oulala, ça va être très chaud, on ne pouvait plus produire, on ne pouvait pas payer, parce que de toute façon, quand on est une start-up, on doit tout payer en avance. Malheureusement. Donc maintenant, on commence à pouvoir payer un peu à 60 jours, à 30 jours. Et donc, très chaud. Et là, de toute façon, moi, fallait, dans mes BSAR, que je convertisse.
c'est-à-dire que je les fasse convertir. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait faire une levée, dans tous les cas. Donc, on commence à faire notre chemin. On commence fin 2020, en 2022, la fin 2022, à partir de septembre, à discuter. Levée de fonds avec des investisseurs, on voulait business angel. Alors là, ça a pris beaucoup de temps. Franchement, les levées de fonds... Là, je sais qu'on va en préparer une pour l'année prochaine, mais c'est horrible. Ça nous prend un temps business qu'on ne met pas dans le business et qui est franchement... En fait, les gens ne se rendent pas compte et les investisseurs ne se rendent pas compte que ça nous enlève parce qu'ils veulent tous être pitchés un par un et ils nous posent des questions, etc. Alors, il y en a qui nous ont vu 2 secondes et qui ont investi et il y en a où c'était un long process. Ce qui nous a fait le plus peur de perdre du temps, c'est le réseau Business Angel de Savoie. Alors, eux, ils ont fait tout un audit, etc. On a mis 3 mois et c'est à cause d'eux, en fait, qu'on a mis 3 mois à le faire parce que, à cause d'eux, on a des super investisseurs via eux, mais ils nous ont fait tout un audit qui est intéressant parce que je pense que les autres investisseurs se sont dit, vu qu'il y a un audit qui est fait, peut-être que c'est ça fait moins peur. Ouais, ça va, c'est bon. Vous leviez combien ? 600 000 en dilutif. Donc, 600 000 en dilutif. Et vous aviez un produit, pas encore de l'attraction, mais un on avait pas mal de produits. Là, on allait finir à 250 000 euros. Oui. C'était pas grand-chose, quoi. Rien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'investissement Business Angel ou Friends and Family ou Seed, en tout cas, c'est un investissement sur des personnes. Qu'est-ce que tu vas auditer une boîte Exactement. Pour mettre un ticket à 10 000 parce que tu es un dentiste à la retraite. Non, mais c'est ça. Et le pire, en fait, c'est que ces personnes-là nous ont mis le moins d'argent alors qu'ils nous ont audité énormément et que c'était horrible et qu'on a passé du temps. Mais je vais pas non plus critiquer. Non, mais il faut rendre à César ce qui appartient au club de Business Angels de Savoie. Non, pardon. C'est génial et tant mieux. Mais oui, heureusement qu'ils sont là et ils aident et quand même, et franchement, dans le groupe, on a quand même une personne qui, à la base, a été très dure avec nous pendant l'audit. Franchement, on était là, on le voulait même pas dans le board. On était là, c'est mort. Très dur pour mettre 10 000 à la fin, tu vois. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous aide le plus. C'est ça qui est fou, c'est que il a des contacts incroyables parce qu'il avait une... il était dans l'industrie medical device et en fait, il nous aide tellement sur des choses. Et c'est vrai que c'est drôle, quoi, de se dire, en fait, on sait pas, c'est pas l'argent qui donne qui est le plus important. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils ont mis 100 000, on les entend pas et ça nous a aidés aussi. Mais quelqu'un qui met 10 000 mais qui nous apporte autre chose, c'est pareil. Pour moi. Quelqu'un qui met 10 000 et te permet d'aller faire 100 000 ou 500 000 ou 1 million de business ou d'ouvrir des ports de distributeurs, ça n'a pas de valeur. Hein. Ça vaut largement plus, tu as raison, que les 10 000. Il me donne des rendez-vous avec des gens incroyables. Je lui dis, t'as pas un fournisseur de ça ? Il me fait, bah si. Ok. Je dis, mais ça coûte hyper cher. Mais non, t'inquiète, je trouve un tel. Il arrive à négocier pour nous. Enfin, franchement, c'est pour ça que c'est pas... Il y a de tout dans un groupe de business angel. Ton ami qui t'a prêté de l'argent, c'était une sorte de bridge pour arriver jusqu'à la levée. Vous avez pu lui rendre oui, on est presque à la fin. On pourrait... Il est en France, il est en Suisse, comment t'as fait ? Parce que je ne l'ai pas dit, mais tu es basé entre la France et la Suisse, entre Annecy et Genève. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez contractualisé son prêt ? C'est un contrat alors, avec sa société. Je crois qu'on a fait ça. Okay. Mais donc c'est sa société qui vous a prêté de l'argent ? Oui. Je crois. Okay. Je sais pas exactement. Après, c'est suisse, donc je crois que c'est vachement plus léger, souple. Et c'est à notre société, oui. C'est de société à société. Ok. Arrive 2023, vous arrivez enfin, j'allais dire, mais non, vous arrivez à lever des fonds, 600 000 euros en dilutif. Et combien en non dilutif ? Du coup, 400 000 la BPI. Enfin, donc tu lèves 1 million. On a réussi à lever 1 million, ce qui nous a fait qui nous a donné en fait un vrai coup de pouce. Hein. C'est quand même. Oui, et puis surtout un peu de respiration. Exactement. Mais alors après, ce qui est intéressant dans ces levées, c'est que c'est un peu petit à petit que l'argent arrive. C'est pas tout d'un coup, parce qu'on a l'impression de croire qu'on va avoir 1 million d'un coup, mais finalement, en fait, ça se passe pas comme ça. Parce qu'on a l'argent des investisseurs, après, on a l'argent... Alors, la BPI, c'est divisé en 3 trucs, on sait pas trop pourquoi. T'as un peu de... c'est un montage, franchement, la BPI, trop compliqué. Vous l'avez fait vous-même ou vous êtes fait accompagner ?
On avait 3i, je crois, 3i Financement qui nous a aidé là-dessus. Je ne sais plus si c'était 3i à la fin, mais en gros, il y avait quelqu'un quand même qui nous a monté les dossiers. Mais même avec les dossiers, c'est quand même le parcours du combattant, quoi. On a les rendez-vous après banque, on a fait avec 2 banques. Enfin, c'est fou, je trouve. C'est quand même... je trouve que c'est long. Et justement, je crois qu'on va avoir seulement maintenant encore 150 000. Voilà, la dernière tranche. Bah, ils prennent pas de risque. Exactement, c'est vraiment... Mais bon, tant mieux, parce qu'au moins, on se dit pas qu'on a 1 million comme ça et on... Enfin, je écoute, sais pas. Tu sais que j'ai entendu des histoires récemment de fonds d'investissement en mode club deal, hein, donc c'est pas mal de BA qui montent un fonds et qui investissent. Je tairai le nom, évidemment, mais où tu as une promesse et qui tarde à venir et qui ne vient que par tranche. Alors il y a des choses parfois c'est contractuel, donc si tu l'acceptes tant mieux. Là c'était pas contractuel. Ouais, c'est dur. Ils ont mis 1 an à égrener la moitié des fonds, et pour le fondateur c'est chiant parce que tu penses avoir ce souffle d'air, exactement, cette respiration qui te permet de construire le biz, et en fait non, parce que tu es tout le temps sur pris à la gorge, sur la corde. Ça peut être un peu chiant. Non, c'est vrai. Et puis quand on veut faire des gros projets, faut avoir beaucoup de cash d'un coup, même si on va l'avoir plus tard. Ouais. Juste un point, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Enfin, ça l'est certainement parce que vous êtes tous et toutes formidables, mes chers auditeurs. Le dilutif, c'est de l'argent qu'on reçoit en échange de capital de sa société qu'on donne. Donc on est dilué dans son capital. On prend 50 000 sur une valo à 500, ça veut dire qu'on a lâché 10% de son capital et qu'on n'est plus qu'à 90. Donc ça, c'est du dilutif. Le don non dilutif, c'est de l'argent qui rentre sans diluer le capital, typiquement du prêt. Exactement. Ça peut aussi être de l'obligation convertible. Ça, c'est un instrument qui est hyper intéressant. On a parlé du BSR tout à l'heure, mais ça, c'en est un autre. L'obligation convertible, en gros, c'est un prêt, si je simplifie à l'extrême, c'est un prêt qui se transforme en capital ou qui est remboursé. Donc on vous dit, je sais pas, je te donne 500 000 sur une valo à 5 millions, donc c'est 10%, tu me les rembourses. En général, c'est des taux plus élevés que les banques, évidemment. Et si on les rembourse pas, ou si on choisit, ensuite c'est contractuel, donc on choisit le modèle qu'on veut, mais ça se transforme en capital, ou alors c'est remboursé, ou alors on rembourse une partie, le reste est transformé en capital. C'est un outil qui est assez intéressant aussi. Ça marche surtout... Enfin, il y a plein de cas d'usage, mais ça marche bien dans les cas où l'investisseur ne connaît pas bien les fondateurs et l'histoire de la boîte. Donc il dit, moi, te donner 500 000 pour 10% alors que je te connais pas, je sais pas, je te donne 500 000, rembourse-moi au fur et à mesure, et puis si jamais je réalise que ça marche bien, je prendrai du capital à la place. J'ai simplifié à l'extrême, je sais qu'il va y avoir 50 commentaires pour dire que non, c'est pas ça, mais voilà. 2023, tu as une associée, vous avez une gamme de produits, vous avez fait plusieurs rebranding et repositionnements, on va en parler dans un instant. Tu lèves 600 000 en dilutif, 400 000 en dette, et tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Là, on est content. On est très contente. Enfin, on se dit, enfin, ça y est, on a l'impression d'avoir craqué un peu quelque chose, d'avoir compris comment ça allait. En fait, ça fonctionnait pas tant que ça jusqu'à juillet. En fait, en juillet, on a un 2023. Mois de juillet 2023 nulos de chez nulos. Et je me souviens de me dire, il y a un truc qui fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'était le moment où on s'est dit, on allait aller voir les pharmacies. Et en fait, on n'était plus focus. Et on a délaissé, on avait commencé des bons mois. Et là, on commençait à retomber. Et en fait, ça, c'est quelque chose, c'est que quand on n'est pas staffé suffisamment, on peut vite se perdre. Et en fait, je pense que la clé, c'est de se concentrer sur une chose. Et quand on a un peu plus le temps, de se concentrer sur autre chose. Et là, je me souviens avoir dit à Camille, je dis, on arrête notre délire. Ça nous prend trop de temps d'aller voir les pharmacies. On avait fait un tour de France des pharmacies. On était parti une semaine. On a visité 23 villes, 50 pharmacies. C'était génial. Aventure humaine, super. Mais dans notre petite voiture, on allait dormir chez des copains. C'était très sympa. On a fait toute la France. Mais à la fin, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup quand même. Ça a converti un peu, mais clairement, ça nous a pris beaucoup de temps. On a essayé d'avoir des agents commerciaux. C'était compliqué de les suivre, en fait. On était les deux sous l'eau. C'est pas nos équipes qui sont juniors qui allaient pouvoir gérer les agents commerciaux. Donc voilà, on s'est dit, on remet tout sur le digital. Et quand on aura bien évolué sur le digital, on ira plus en pharmacie. Allez, on commence l'épisode du panier traditionnel. Voilà. Il nous reste 9 minutes. C'est vrai, 9 minutes. 10.
Donc c'est là qu'il y a un vrai décollage après cette partie concentration que vous avez eu. Tu m'as dit du mois de juillet catastrophique, donc c'est ensuite que ça prend vraiment, c'est ça? Alors on avait commencé bien, ça a rebaissé parce qu'on s'est concentré, on a commencé à vouloir se disperser sur les pharmas et après on s'est dit bon allez on revient à notre process de départ, on investit beaucoup plus en digital. On a doublé nos investissements, on avait des bons ROAS, on avait x4. Donc on se dit, go. Vous faites en interne ou avec une agence? Avec une agence. Et puis là, on lui dit, on augmentait le budget de 5 000 chaque mois. Basé sur vous pilotiez au ROAS? Ouais, on pilote au ROAS, nous. Ok. Pardon, return on ad spend, pour 10 € dépensés, combien je fais de chiffre d'affaires. C'est une bonne méthode de pilotage qui se répand de plus en plus. Plutôt qu'au taux de transfo, plutôt qu'au taux de clic. Bref, le ROAS, c'est assez... C'est un peu basique, parce que surtout que maintenant, le tracking est un peu compliqué, etc. Mais quand même, nous, on a besoin de ça quand on est une start-up, parce que c'est ça qui nous permet quand même de nous dire qu'on peut être rentable à la fin. Donc, voilà. Donc, on a fait ça. Et en fait, on s'est aussi un peu rendu compte qu'en pharmacie, comme ce que tu vois, c'est des sachets de poudre à réhydrater notre produit. Et en fait, ce côté éducation... les pharmaciens, ils veulent des produits simples à vendre. Ils n'ont pas le temps non plus de conseiller. On pensait que ça allait être des bons prescripteurs. Et finalement, ils préfèrent quand même les entreprises qui sont déjà très connues et que ce soit très facile à vendre. Et donc, on s'est dit, OK, on va être hyper connus sur les réseaux, être hyper connus sur Internet. Et puis, quand on sera très connus, ils vont, eux, venir nous chercher. Tu vois ça quand? Là, c'est plutôt... Aujourd'hui, on ne fait plus rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait très peu de démarchage. Que du online. Presque que du online. Vous avez un réseau de distribution, des revendeurs? Non, pas encore. Justement, ce que je disais, c'est que en fait, pour le coup, on n'était pas encore... là, on a... Prête. Pas encore staffé en fait. Okay. C'est-à-dire que je peux pas donner à quelqu'un qui est junior ce poste. Moi, je l'ai beaucoup fait. C'était mon métier pendant longtemps, d'être directrice des ventes, directrice commerciale et d'avoir des vendeurs sous moi. Mais là, j'avais pas le temps à consacrer là-dessus. Et... Surtout qu'en plus, tu incarnes un peu dans la communication et dans les assets la marque. Si vous allez sur Make My Mask. Et j'ai mon compte perso aussi, Dr Pharmascalp. Où j'ai 20 000 abonnés, où je parle beaucoup de cheveux, comme tu peux imaginer, mais surtout de santé capillaire, enfin de problèmes capillaires. Je parle. Donc si vous avez des problèmes capillaires, vous venez me voir. C'est marrant, sur certaines vidéos, tu as des airs de... Elle m'échappe, son nom m'échappe, peu importe. Ok, donc tu animes ta page, Dr Pharmascalp. dr.pharma, P-H-A-R-M-A, scalp, comme la pharmacienne du scalp. Scalp, c'est le cuir chevelu. Et Make My Mask sur Insta aussi sur Insta pour le... Et TikTok aussi, je suis pareil, Dr Pharmascalp, et on a 50 000 followers. Et donc tu incarnes. Donc effectivement, ça fait déjà pas mal de choses que tu fais. Vous êtes combien dans la boîte? On est 6. Oui, ok. 6 pour potentiellement 3,5 millions cette année. C'est gros par rapport à l'année dernière. Oui. Fois 3,5. Oui. Et on est en avril. Ton année fiscale, elle termine en décembre? Oui, c'est de décembre à décembre. Et pour l'instant, on est aligné à peu près. Ok, avec le BP. On est à peine en dessous ce mois-ci. On a changé d'agence. Alors d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que quand on change d'agence, est-ce que ça fait baisser les ROS tout de suite? Apparemment, on a parlé à des autres startups qui nous ont dit que c'était la même chose. Mais là, on a changé d'agence qui était spécialisée dans le scale-up, pour vraiment passer d'une échelle, tu vois, x3 comme ce qu'on est en train de faire. T'es passé de qui à qui? Je sais pas si on peut. Alors, tu es passé à qui? Je suis passée à J7. Je sais pas si tu connais, qui est. J la lettre, 7 le chiffre. Ouais, 7, qui a été recommandé par une autre startup. Et d'ailleurs, tu les connais, par Nuo, qui sont passés? Évidemment, qu'on salue. Oui. Et tu sais que c'est... mince, son nom m'échappe. Vincent, non, pas Vincent. Non, mais la cofondatrice de Julie. Non, Julie. Julie, tout à fait. Julie qui m'a offert un truc pour me masser le cuir chevelu. Ah, tu vois, j'ai failli te l'emmener. Ah tu vois, je suis contente d'avoir pris le Dermaroller. Ça, c'est pas mal, ça. Dermaroller. Ok, t'es passé à J7. Écoute, hyper intéressant, chers auditrices, chers auditeurs. Est-ce que si vous avez changé d'agence, vous avez vu une chute ou une baisse des perfs de votre ROAS, il n'y a pas vraiment de raison.
Parce qu'ils reprennent le compte. En fait, ils ont voulu. Ils ont fait plein de changements parce que c'était. Okay. Nous, on était à l'opportunité. Et en fait, notre business. Enfin, c'était d'ailleurs le fondateur de Nuo qui m'avait dit ça. Il m'a dit il faut créer, avoir plein d'ads en même temps. Et il y en a bien une qui va sortir du lot. C'est un peu d'ailleurs ce que tu dis avec 900 Care, avec Inga, ce qui teste. Hein. Donc j'ai un peu reproduit ça, mais c'était anarchique la façon dont on faisait, mais franchement ils ont quand même réussi à nous faire scaler bien. La première année, et de toute façon l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, je pense en fait. On a toujours l'impression de vouloir mieux faire, mieux structurer, et c'est pas forcément la structure qui permet la meilleure performance, je pense. Mais je pense qu'à terme ce sera mieux. Il y a un autre frein aussi, ou une autre difficulté dans ta croissance, il nous reste quelques minutes. Je te propose, tu passes souvent à Paris ? Oui, une fois par mois, je dirais. Bon, on se laisse quelques trimestres et on se refait un catch-up. Cette fois, pur modèle... économique. Oui, économique et modèle le panier, j'ai envie de dire. Et du coup, je termine juste sur un dernier frein aussi que tu dois gérer. Alors, pardon, je vais passer pour un connard en disant ça. C'est pas un frein, mais une difficulté que tu as moins ailleurs, c'est que vous êtes à Annecy et que Annecy, c'est génial, c'est super. C'est peut-être moins facile que d'être dans une plus grosse ville. Il y a Lyon qui est pas loin. Moi, je trouve Paris, que c'est mais même Lyon, en fait. Je prends beaucoup de pincettes, j'aimerais bien que tu dises toi ce que tu en penses. Non, mais bien sûr. Non, moi, je pense que c'est un vrai frein. C'est-à-dire que je le dis tout le temps. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, RTL m'appelle. Bon, vous pouvez passer ? Ben non, je peux pas passer, en fait. Je suis pas à Paris. Et en fait, c'est tous les jours que j'ai des personnes qui veulent, des médias ou qui veulent enregistrer. Ils font je croyais que vous étiez à Paris. Du coup, non. Enfin, on va pas passer en fait dans vos locaux pour regarder quelque chose parce qu'on est trop loin. Après, il y a aussi les réseaux. Il y a les incubateurs. Les incubateurs, moi, c'est des incubateurs de start-up de outdoor. C'est pas des start-up de cosmétiques. Et pareil, les startups ou les mentors qu'on peut avoir, c'est des mentors qui n'ont pas vraiment le même type d'entreprise, de e-commerce, tu vois. Pareil, ton expert comptable, c'est un expert comptable qui connaît plus les PME, qui ne connaît pas forcément les startups. En fait, il y a moins cet écosystème et il y a moins le réseau. Tu vois, je suis invitée dans plein de soirées, mais je peux jamais y aller. Enfin, je vais pas. Puis moi, j'ai des enfants, j'ai une famille. Tu vois, si je dis à mon mari tous les 2 jours, je vais à Paris parce que j'ai une soirée. Mais en fait, c'est hyper important d'aller à ces soirées. Moi, j'en rêve d'y aller, mais je peux pas prendre le train à chaque fois pour aller quelque part où je suis invitée. Et je trouve que c'est quand même un frein au développement de l'entreprise, tu vois. À avoir en tête. Mais du coup, la solution, c'est quoi ? Mais il n'y a pas de solution. Je pense que en fait, c'est juste de se dire, il y a des super entreprises comme La Belle Boucle, comme La Rosée, qui sont à Lyon, qui sont aussi... elles aussi, on les voit moins dans les soirées parce qu'elles sont quand même un peu excentrées, mais elles arrivent quand même à sortir du lot. Donc, il ne faut pas se dire, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire que mon entreprise ne va pas fonctionner. Mais je trouve que c'est, au départ, pour se faire connaître, c'est quand même un peu plus compliqué ou d'accéder au bon réseau. Voilà, mon point. Tu cites La Belle Boucle, j'en profite pour vous dire que c'est un épisode vraiment, vraiment incroyable, où on parle d'incarnation aussi, parce que donc, c'est avec Laurine Shine, à la française, au choix, qui est la fondatrice. C'est l'épisode 276 que je vous recommande, où elle a commencé à faire de l'influence en fait. Elle a assumé ses boucles. Elle aussi, elle est pas docteur en pharmacie, pardon, elle est opticienne. Opticienne à la base. Et puis elle fait son rituel boucle, rituel capillaire boucle sur Insta, et de fil en aiguille, elle monte La Belle Boucle qui fait aujourd'hui 1,5 million de CA sans ads. Voilà. Épisode 276. Julie, c'était passionnant. Je suis très heureux de t'avoir reçu et c'est vraiment d'à propos parce que j'ai échangé plusieurs fois ces derniers temps avec des invités qui justement me faisaient un peu la remarque hors micro que c'est cool le panier, c'est bien toutes ces... mais bon putain c'est beaucoup plus dur dans la vraie vie pour une boîte qui fait 10 millions l'année 1, il y en a 200 qui font 200 000 l'année 10. Alors en revanche, toi tu as connu une belle accélération l'année dernière et ça c'est vraiment incroyable, mais après quelques années de galère et potentiellement plein de moments où tu aurais pu te dire allez je raccroche. Non mais c'est clair que c'est le prix de la résilience, tu vois. Moi je pense que en fait c'est le fait de ne jamais abandonner qui fait qu'une start-up aussi va fonctionner. Et après moi je vois beaucoup plus loin, c'est que pour une start-up de cosmétiques, pour vivre dans le long terme, enfin t'imagines combien il y a de start-up qui ont un cycle de vie de 5 ans.
En fait, moi, c'est pas mon objectif, tu vois. Et je pense qu'au début, mais après, je pense que je suis vraiment animée. En fait, moi, je peux vite... je suis assez extravertie, donc en gros, ça va m'impacter tout de suite. Mais comme je le sors en moi, après, je rebondis très rapidement. Et tu vois, mon associée, elle voit bien, elle fait « Oulala, je te sens down », mais elle sait que le lendemain... ça va repartir et je vais avoir 15 000 idées et en fait, je me mets des coups de pression. Et pour moi, dans l'échec, dans l'adversité, c'est là où on trouve des solutions, tu vois, et où on se dit, faut ressortir, faut renaître de ses cendres, quoi. Faut trouver des solutions. Et là, tu vois, je dis, OK, on fait un mauvais mois. Vas-y, on analyse tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les autres potentiels? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi sur le marché? Où est-ce qu'il faut aller? Si ça marche pas Meta, c'est quoi? Est-ce que c'est Amazon? Est-ce que je sais pas quoi? Et là, je commence à regarder tous les podcasts, tous les trucs YouTube, etc. pour essayer de savoir c'est quoi la nouvelle... là où il faut aller demain, quoi. Où est-ce que tu vas chercher la niaque quand on manque? C'est une question à la génération do it yourself, ça, mais... Non, franchement... Où est-ce que tu retrouves le good vibe, le positive vibe quand... T'es dans la difficulté? Il y a la famille, bien sûr. Il y a pas trop. Non, parce que si je dis à mon mari que ça va pas le travail, vu qu'il est un des investisseurs, lui, il pense direct « Ah bon, nanana ?» Et là, il commence à... Ah non, c'est pas ça. Non, je pense que moi, c'est vraiment inné. C'est-à-dire qu'en gros, ça va très mal, mais en fait, je suis très positive dans la vie. C'est-à-dire que, en fait, je me dis « Ok, on va trouver une solution. » Tu vois, je vais repartir le lendemain, mais je sais pas trop pourquoi. Je peux pas te dire d'où je vais chercher ça. C'est important tu vois, d'aller se ressourcer au fond de soi pour trouver justement quand ça va mal, et parfois ça va mal. La respiration, le Après, sommeil. Je fais beaucoup de sport. Okay. Je sais pas. Tu m'as contacté sur LinkedIn, j'ai trouvé l'histoire assez dingue. Tu m'as relancé et t'as bien fait parce que, chères auditrices, chers auditeurs, parfois je réponds pas tout de suite, mais j'essaie de répondre un maximum. Et veuillez m'excuser si j'y arrive pas. Tu m'as dit des choses gentilles sur le panier. Je t'ai demandé de m'en dire plus et surtout quel angle tu verrais à cette histoire. Et tu m'as dit une brève histoire d'une start-up ordinaire. Je trouve ça hyper intéressant. Une start-up normale, résilience, le travail ça paye. Tout ne roule pas toujours du premier coup. Des up et des down, parfois le même jour. C'est l'histoire de l'entrepreneuriat. Exactement. Et de beaucoup de startups. Et je passe un clin d'œil à toutes mes copines qui font des startups aujourd'hui. Et on a des groupes et on s'entraide et c'est dur et on essaie de tous trouver des solutions. Mais voilà, mais merci pour ce que tu fais aussi, parce que même d'avoir des startups qui roulent très bien, que tu invites, ça nous aide quand même à avoir leur stratégie. Et je trouve que c'est bien. On n'en a même peut-être pas assez des podcasts qui parlent de ça. Julie, merci infiniment. Chers auditeuristes, si vous voulez continuer la conversation, vous cherchez docteur au féminin. Julie Pernet, P-E-R-N-E-T sur LinkedIn. Vous allez évidemment faire un tour sur makemymask.co. Quelle est la part de l'international? On est à 15% quand même. 15% on est pas mal en Suisse. Hors francophone ou 15% hors France? Hors France. Ok. Parce que ton site est en 4 langues. Oui. Parce qu'on a des distributeurs en Pologne, voilà, enfin un peu dans d'autres endroits aussi. Mais 85% France. Ouais. Parce que c'est là où on investit. Ça y est, là, on a un distributeur en Suisse, donc un entrepôt. On distribue nous-mêmes, mais on peut commander aussi en Suisse sans frais de douane. Donc on va accélérer aussi sur ce pays. Formidable. Merci beaucoup pour ta venue. Bon séjour à Paris. Je crois que tu enchaînes les rendez-vous. Et à vous toutes et tous, n'oubliez pas de vous inscrire sur lepanier.io. J'envoie la newsletter toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en fonction de l'actualité. Lâchez-moi un 5 étoiles et un commentaire, s'il vous plaît, sur la plateforme d'écoute que vous de choix de votre plateforme de prédilection. Mais pourtant, faites-le, ça m'aide. Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Un peu de visibilité. Et surtout, merci à vous toutes et tous pour tous vos messages. C'est cool de vous parler, c'est cool de vous rencontrer, comme je te rencontre toi aujourd'hui. Merci Laurent. Et je vous dis à bientôt. Merci. Salut.